Dans notre troisième cours, dans la première partie de notre troisième cours, nous allons continuer de parler de la modification du sens des mots, l'amélioration et la péjoration du sens. Les procès sémantiques examinés jusqu'ici représentent des modifications d'ordre logique. Parfois, ils sont accompagnés de modulations affectives qui ajoutent aux mots des nuances favorables ou défavorables. Un mot dont le sens primitif est neutre peut prendre une nuance défavorable, ce qui arrive souvent des mots désignant les femmes, par exemple. Garce, féminin de garçon, a acquis une nuance péjorative. Le mot bourgeois, employé au féminin, devient péjoratif. Un euphémisme, c'est un mot ou une expression employée afin d'éviter l'évocation d'une réalité désagréable ou choquante. Par exemple, on évite de prononcer les mots désignant la mort, certaines maladies, des choses sacrées. Le verbe mourir est souvent remplacé par passer, trépasser, décéder, s'endormir. La métonymie. La métonymie consiste à ne pas désigner un être ou un objet par son nom, mais par un autre nom qui est lié au premier par un rapport logique de contiguïté. Par exemple, une belle main pour une belle écriture. Boire un verre pour le contenu du verre. Un premier violon, le champagne, champagnolino, d'origine grecque, le mot signifie changement de nom, la métonymie. Elle est fondée sur les rapports plus réels, plus concrets, par exemple sur les rapports du contenant et du contenu, du tout et de la partie, de la matière et de l'objet fabriqué. La synecdoque, grec compréhension, prend la partie pour le tout ou le tout pour la partie. On désigne l'objet, l'être, par une de ses qualités plus ou moins notables. Un bon fusil, une fine lame, une bonne fourchette, gourmand, les robes noires, le clergé, les pantalons rouges, les soldats français. On appelle les militaires sabres, fusils, baïonnettes, des musiciens violon, premier violon, flûte, les acteurs, m'as-tu vu, les Italiens, macaroni, nourriture préférée des Italiens. La synecdoque prend encore le singulier pour le pluriel ou le pluriel pour le singulier. L'homme pour l'être humain, le nom propre pour le nom commun, par exemple Tartuffe, Harpagon, Crésus, Gavroche. La métonymie peut prendre le contenant pour le contenu ou inversement. Toute l'université a pris part à la manifestation, c'est-à-dire tous les professeurs et tous les étudiants de l'université. Le parterre et les loges applaudissaient, c'est-à-dire les spectateurs qui se trouvaient là-bas. Prendre une assiette de soupe, c'est-à-dire le contenu. La matière pour le produit. Un verre de thé, le fer à repasser. Le lieu pour le produit. Cachemire, Perse, Camembert, Roquefort, Bourgogne, Champagne. Les noms d'inventeurs, d'écrivains passent à leurs œuvres. Mansarde, Guillotine, Tilbury. J'ai lu tout Hugo, il joue du Chopin, par exemple. Les onomatopées se créent souvent par la voix métonymique. Le cri poussé par un animal sert à nommer l'animal, l'instrument, coucou, chouette, crin-crin, frou-frou. C'est-à-dire, on peut désigner
Nous répétons encore une fois. Le contenu par le contenant. Boire une bouteille, boire un verre, une tasse de café. Le produit par son lieu d'origine. Du Bordeaux, du cognac, un camembert. L'utilisateur par l'objet qu'il utilise. Une grève des trains. Ce sont des conducteurs qui sont en grève, non pas des trains, n'est-ce pas? Un premier violon, virgule violino. L'œuvre par son auteur, un Picasso, un Rodin, un Flaubert. La métonymie se différencie de la métaphore par la caractéristique suivante. La métonymie ne repose jamais sur un rapport de ressemblance, mais sur un rapport de contiguïté, de voisinage. Maintenant, la métaphore. La métaphore assimile deux termes pour insister sur les rapports de ressemblance qui les unissent. Mais, à la différence de la comparaison, le mot comparatif est absent. Les transformations du sens propre des mots vers le figuré peuvent être classées en tropes. Le trope signifie tour, tournure. Il y a les tropes métaphoriques et métonymiques qui diffèrent par le caractère des liens qui associent les notions. Les tropes métonymiques ont un caractère plus concret, plus matériel, moins subjectif que les tropes métaphoriques. La métaphore contribue largement au constant renouvellement du lexique de la langue française. Il vient du grec métaphora, transfert. Il applique le nom d'un objet à un autre grâce à un trait commun qui se présente à notre esprit et permet de les rapprocher. La métaphore apparaît à la suite des associations de ressemblance qui portent un caractère plus ou moins subjectif. On dit d'un homme rusé, semblable à un renard, que c'est un renard, c'est un vrai renard. La métaphore est une espèce de comparaison condensée dans un seul terme. Elle repose, c'est-à-dire, sur les rapports de ressemblance. La lexicologie s'intéresse aux métaphores linguistiques qui, devenues d'un emploi courant, font déjà partie du vocabulaire. Elles ont habituellement un caractère usé et passent inaperçues. Les ailes d'un moulin, une feuille de papier, le temps fuit, une santé de fer. Elles sont souvent issues de métaphores stylistiques, ce sont des créations individuelles. La métaphore procède toujours par l'extension de sens. Elle peut rapprocher deux objets matériels, une feuille d'arbre et une feuille de papier ou une feuille de route. La métaphore rapproche souvent un fait moral d'un fait matériel et inversement. Clarté du jour et la clarté de la pensée, sécheresse du sol et la sécheresse du caractère. Un gai soleil, une montagne chauve, on attribue aux objets inanimés des qualités humaines, ou on les personnifie, d'où le nom de personnification. Le français abonde en métaphores anthropomorphiques. Le pied d'une colline, les bras d'un fauteuil, le nez d'un navire, les dents d'un peigne, la bouche d'un fleuve. La métaphore sert souvent à exprimer des idées abstraites, aveugle dévouement, un mécontentement sourd, un accueil glacial, un profond chagrin. Nombre de métaphores ont un caractère social très prononcé. Les gendarmes sont bourriques, tiges, vaches, c'est mépris pour la police. Le coq chanteur, c'est la radio de Pétain. La métaphore est une source inépuisable d'enrichissement de l'argot et du langage populaire. L'argent, c'est graisse, huile, braise, beurre. Un sou, un rond. 5 sous, une roue de devant. 5 francs, une roue de derrière.
Partir pour la Belgique, c'est s'enfuir en emportant ce qu'on a volé. La fausse clé, le rossignol, jouer de la harpe, se trouvait dans la prison. Lorsqu'on dit « il est rusé comme un renard », on dit une comparaison. Mais lorsqu'on dit « il a la ruse du renard », on fait une métaphore. Et aussi quand on dit « il est vrai renard ». La métaphore comporte généralement un comparant et un comparé, mais il arrive parfois que le comparé soit absent. La métaphore est un procédé extrêmement fécond. Tout comme la métonymie, elle crée de nouveaux sens et emplois sémantiques. Et tout comme les métonymies, les métaphores de la langue sont des dénominations directes d'objets ou de phénomènes de la réalité, ou bien des acceptions figurées ou émotives. La métaphore peut, à force d'être employée, vieillir. Elle perd toute fraîcheur pour devenir alors un cliché. Un appétit de moineau, par exemple, une faim de loup. Le glissement de sens. Les multiples emplois d'un mot dans la parole mettent l'accent tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre de ces nuances de sens. Il en sera ainsi du mot pâle, dans un visage pâle décoloré, un soleil pâle, c'est-à-dire sans éclat, bleu pâle, faible de couleur. De possibilités se présentent, ou bien le mot élargit ses emplois sémantiques, alors que son sens reste le même, ou bien il acquiert un sens nouveau. À la suite du glissement de sens, le contenu sémantique des mots peut changer complètement. Ainsi, en partant de l'idée de surnaturel, les mots merveilleux, féeriques, magiques sont parvenus à rendre l'idée de beauté. Le glissement de sens peut créer la polysémie. Innocent ne s'applique pas seulement à celui qui n'est pas coupable, mais également à celui qui est crédule, qui est naïf. Pauvre signifie non seulement dépourvu du nécessaire, mais aussi malheureux. Le glissement de sens est un phénomène fort répandu, basé sur la coexistence dans le contenu sémantique de mots d'indices notionnels contigus. Éventuellement, tout mot exprimant une notion peut subir l'effet de ce procès sémantique, mais il est surtout caractéristique des mots abstraits.